de la ville, au président de l'Assemblée, pour qu'il y ait une synergie de tous les habitants de Kinshasa, les hommes d'affaires, les banques, pour réinventer la ville. Ce n'est pas le gouverneur et les députés provinciaux qui peuvent faire ça. Sur ce tableau, comment vous avez peint la ville de Kinshasa? Comme une ville, une smart city, comme une ville développée? Est-ce que vous avez pris l'aspect coronavirus? Vous avez pensé à l'aspect coronavirus? Oui, justement, c'est justement tenant compte du fait que le coronavirus pousse la plupart des autorités dans les villes et dans le monde à repenser leur ville, à repenser la structuration de leur pays. C'est dans cette optique-là des coronavirus, c'est que ce virus nous a démontré ses effets économiques et sociaux, parce que la ville est dans une situation irrationnelle. Donc, si par exemple on avait des grands marchés à Kimbanseke, à Mokali, partout là-bas, la ville ne serait pas paralysée aujourd'hui. Donc, coronavirus est révélateur de beaucoup d'irrationalité. On aura le temps de revenir sur cet ouvrage Kinshasa. La dernière explosion n'aura pas lieu. Nous allons certainement le temps prochainement de parler de cet ouvrage dans les détails. L'actualité, le député national Jean-Jacques Mamba a été assigné en résidence surveillée. La poursuite de l'audience a été renvoyée au mercredi 27 mai. Jacques Njoli, cadre du MLC et avocat de l'élu de Lukunga, a fustigé l'instrumentalisation de la justice congolaise à des fins politiques. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'était réunie le samedi sous la direction de la présidente de la Chambre basse du Parlement autour d'un seul point, l'arrestation de Jean-Jacques Mamba. Ces députés avaient condamné cette arrestation qui viole l'article 107 de la Constitution, car un député couvert de ses immunités ne peut pas être arrêté comme un malfrat. Ces élus en ont appelé à la courtoisie institutionnelle pour l'avancement du pays. Autre réaction, c'est celle du député national Daniel Mbao qui a affirmé que la flagrance et la plainte sont deux notions contradictoires en droit. L'élu de Moamba avait à son tour fustigé l'arrestation de Jean-Jacques Mamba et estimé qu'il n'y a pas eu flagrance. Regardez. Il y a une réunion de la conférence des présidents, bien entendu présidée par l'honorable Janine Mabunda. Il s'est agi effectivement d'une réunion tenue en urgence à la suite de l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba, élu de Lukunga, ici sur place à Kinshasa. Les membres de la conférence des présidents ont rappelé que la République démocratique du Congo a une histoire. Et une histoire qui a fait qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour que aujourd'hui que la population congolaise puisse avoir sa liberté d'expression. Mais cela signifie que les institutions doivent fonctionner dans toute la courtoisie, dans le respect des textes qui organisent les institutions de la République. Ils ont dénoncé le fait que l'honorable Jean-Jacques Mamba soit arrêté comme un malfrat et pourtant protégé par la Constitution qui démontre notamment à l'article 107 qu'aucun député ne peut faire l'objet d'arrestation, d'interpellation, de poursuite, sauf en cas de flagrance. Et les membres de la conférence des présidents ont insisté sur le fait que la justice doit observer ces prescrits de la Constitution. Parce que pour que la démocratie se consolide dans notre pays, il faut aussi que les uns et les autres, que les institutions, que les responsables, à quel niveau qu'ils soient, qu'ils puissent respecter les prescrits de la Constitution. Si cette arrestation est intervenue sans que les immunités ne puissent être levées, les membres de la conférence des présidents ont soupçonné qu'il s'agissait plutôt d'une certaine pression que subirait la justice. Et nous ne pouvons pas consolider la démocratie avec une justice qui fonctionne à double vitesse. Jean-Jacques Mamba passera ses prochaines nuits dans un hôtel de la Gombe assigné en résidence surveillée. Pour son avocat, le professeur Jacques Njoli, comment peut-on parler de flagrance alors qu'il y a eu une plainte? Le procureur général qui a mené Mamba devant la cour dans les conditions
infrahumaine ne nous a pas dit de quoi il s'agit. Il a parlé de la flagrance, et il semble que ce sera une affaire de faux, inscription de faux, mais comment on peut parler de flagrance alors qu'il y a eu une plainte, et lorsque dans le fameux mandat d'amener, on dit qu'il y a eu des mandats de comparution qui n'ont pas été respectés. Donc on est en plein manipulation et instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ce que nous regrettons beaucoup parce qu'on croyait que ces pratiques d'autres âges. Jacques Njoli, député national, estime que les délinquants et immatures politiques doivent être punis. Les délinquants ont toujours une longueur d'avance. Il y a quelques temps, nous avions des personnes qui venaient retirer leur signature. Depuis que dans les règlements intérieurs, on ne retire plus les signatures, les gens nient leurs signatures et courent devant les juridictions. J'espère simplement que, autour de cette affaire, parce que telle est la volonté de Jean-Jacques Mamba et nous tous, que ces gens-là soient confondus et ces délinquants immatures politiques soient sanctionnés. Parce que quand on signe, ce qu'ils oublient, ils ne sont pas seuls. Il y a des témoins, il y a même des éléments visuels qui sont là et qui démontreront que ce sont tout simplement des pressions mal orientées qui nous amènent à ce genre de théâtre de vaudeville. Professeur en droit constitutionnel, Jacques Njoli exige l'application de l'article 107 de la loi mère. Qu'on fasse application de l'article 107 de la Constitution parce que le bureau a demandé que les poursuites cessent et la détention soit arrêtée sur base de l'article 107 de la Constitution et que la procédure parlementaire visant les demandes d'explication des membres du bureau continue. C'est ça aussi la démocratie. Lorsque un collègue ou un membre du bureau affirme quelque chose, on doit avoir la possibilité de lui demander des explications. Donc là, on s'éloigne du fond du problème, qui est la demande d'explication sur le fameux 7 millions de dollars pour entrer dans cette chicanerie juridique ou judiciaire qui n'a pas dû d'être. Jean-Jacques Mamba est poursuivi pour faux en écriture et usage de faux. Il aurait trafiqué la signature du député Simon Piana dans la pétition contre Jean-Marc Abound visant le départ de celui-ci de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas admettre sous quelques réserves généralement quelconques qu'un député national, sans qu'on ait élevé préalablement ses immunités, soit poursuivi et déféré devant la barre, alors qu'à la base, il n'y a pas flagrance. Nul n'ignore que la flagrance dans ces pays a un régime juridique. La flagrance est une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Et même, par extension, on peut dire que la flagrance, c'est lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique. En l'occurrence, Mamba n'a commis ni une infraction actuelle, et encore moins il n'est poursuivi par la clameur publique. Et même lorsque vous regardez les mandats d'arrêt, il est clairement renseigné dans le mandat d'arrêt que Mamba avait fait objet d'une invitation. Il a été convoqué. Et donc, lorsqu'il y a eu convocation, en droit, ça veut dire qu'il y a eu une plainte, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'il y a plainte, il n'y a pas flagrance. En fait, plainte, flagrance, ça crée une antinomie en droit. Ce sont deux éléments qui ne peuvent pas se marier. Je suis très sidéré qu'à ce stade de procédure, ici je parle comme politique, que les ministères publics disent que j'ai déféré parce qu'il y a eu flagrance et qu'il soit incapable lui-même de dire clairement au juge de la Cour de cassation quel est le statut pénal de Mamba. Il dit je l'ai pris comme ça, je l'ai amené, il est en détention. Et puis après, on statue sur sa détention, on la signe à résidence surveillée, mais on ne nous dit pas le contenu. Et c'est le procureur général qui nous demande de le suivre en son bureau pour qu'il nous dise si la détention préventive
c'est une arrestation abrupto pour Makala ou il va aller chez lui à la maison. Ben écoutez, quelque part, je me sens très désemparé. J'exprime un sentiment d'émotion, une émotion négative, de voir comment est-ce que la justice congolaise est en train de se détricoter à partir du sommet. De retour sur ce plateau, Hubert Kabasoubabo, je vous retrouve. L'actualité a été dominée le week-end par l'arrestation du député national Jean-Jacques Mamba. Vous êtes écrivain et libre penseur. D'entrée de jeu, y a-t-il réellement eu flagrance? Non, je pense que les députés qui viennent de parler tout à l'heure, ma foi, il m'a semblé être d'une intellectualité assez très pointue, j'allais dire pointilleuse. Il a démontré la contradiction qu'il y a entre la notion, la démarche de plainte, la démarche de convocation et la flagrance. La flagrance signifie en français courant l'immédiateté de l'action. L'actualité maintenant, la fraîcheur de l'action. Ça veut dire que vous êtes arrêté dans la fraîcheur de l'action. Mais ici, il y a eu un espacement entre l'acte et le moment où il a été arrêté. On a vu tous sans culotte, etc. chez lui comme un vulgaire kidam. Et donc c'est abject, c'est exécrable. Donc on voit aujourd'hui, on comprend comme société, hein, je dis quand libre penseur voit la société dans sa phénoménologie, dans ses événements, ça démontre qu'aujourd'hui on est en pleine contradiction, contraction à tous les niveaux. À la présidence, il y a contradiction, contraction, dysfonctionnement, parce que justement il y a cette sorte de propension de pouvoir expansif, mais même le pouvoir judiciaire, quand on lui donne un peu d'autonomie, un peu d'indépendance, les nègres congolais a toujours cette tendance à abuser du pouvoir, aller au-delà des normes, en fait, on dirait que le mot congolus, l'homme congolais dans son anthropologie, dans son ontologie, est très allergique à la norme et à la procédure. Et donc ici, c'est vraiment exécrable. C'est un cas qui, même les étudiants, je pense, des graduats en droit, vont en déceler l'irrationalité, parce que donc... Est-ce que le ministère public sera incapable d'établir la flagrance? Parce que d'après certains juristes, du moment où le document sur lequel se trouve la fausse signature, dans les cas actuels, il s'agit de la pétition de Jean-Jacques Mamba contre Jean-Marc Kabunda, du moment où cette pétition continue d'être utilisée par Jean-Jacques Mamba portant une fausse signature, on peut établir la flagrance. Non, je pense que c'est une aberration, parce que d'ailleurs la flagrance, je vois qu'il y a une loi, je crois, ou un décret ou une ordonnance de 1998 qui définit, je crois, en droit pénal, la flagrance. Il faut qu'il y ait clameur publique. D'ailleurs, en termes de philosophie du droit, les infractions dont on peut se saisir pour flagrance sont des infractions qui créent la clameur publique, qui choquent en fait la morale collective, qui porte une certaine dangerosité, un certain péril pour la communauté. Mais ici, il s'agit, je veux dire, d'une infraction qui est, à mon avis, procédurale. Donc c'est pas une infraction criminelle au sens que ça remet en question, ça menace, il y a un péril sécuritaire national où la morale, le bon sens collectif est, je veux dire, contrarié. Et donc ça, on voit la précipitation avec laquelle ils se sont livrés, l'intensité de la démarche avilissante de l'honorable Mamba. Tout ça démontre, pour ne pas dire instrumentalisation, mais mauvaise disposition en fait de l'esprit des gens qui ont initié cette action-là. Et je me dis... Peut-on penser à une instrumentalisation de la justice? Bon voilà, les uns parlent de l'instrumentalisation de la justice, mais bon ça c'est, je veux dire, un regard politicien, mais quand on regarde seulement notre appareil judiciaire, dans beaucoup des cas aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a véritablement abus de l'opérationnalisation de l'état des droits, et on voit qu'il y a un phénomène où l'état des droits devient maladroit, et par ce fait même là que l'état des droits devient maladroit, il devient un cheval de Troie qui est utilisé, qui est un canal qui est utilisé, et ça fait régresser notre démocratie, parce que en 2018-2019 on parlait consolidation de la démocratie, on est en train de reculer, on parlait accélération vers l'émergence, on est en train de reculer, mais ma foi c'est pas une condamnation. L'Assemblée nationale est sortie de ses gants pour réclamer la libération pure et simple du député national Jean-Jacques Mamba. Quel genre de relation est-ce qu'on peut s'attendre avec ce cas entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire en RDC?
Bon, sur le plan légal, sur le plan constitutionnel, l'Assemblée nationale n'a pas un levier pour faire pression sur le pouvoir judiciaire, étant donné qu'on est dans une république, dans une démocratie pluraliste, où il y a ce qu'on appelle la spécialisation de l'autonomie des institutions. Par contre, l'Assemblée nationale, qui est, je veux dire, le foyer, le hub de la démocratie, peut initier une démarche d'une réunion interconstitutionnelle avec le Sénat, avec les présidents de la République, avec le président de la République et avec les responsables du Conseil supérieur de la magistrature pour débattre de l'opérationnalité de toutes les institutions, en fait. Il inclut la présidence de la République parce qu'on se rend compte que jusqu'au moment où nous parlons, il y a beaucoup de dysfonctionnements à la présidence de la République, notamment en termes de gouvernance. Aujourd'hui, on parle déjà de la consommation de plus de 85% du budget de la présidence de la République de 56 millions. On a déjà consommé plus de 45 millions. Ça veut dire que la présidence de la République risque de se retrouver à la fin de l'année avec des dépassements peut-être de 250%. Donc c'est le moment, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Congolais, lorsqu'on voit qu'il y a des tendances, des dysfonctionnalités, on peut par sagesse des leadership actionner une réunion internationale pour débattre de ces cas, notamment les cas de l'abus des pouvoirs du pouvoir judiciaire. Le cas Mamba peut devenir un cas de jurisprudence pour demain justifier l'arrestation d'un autre député national? Oui, jurisprudence, mauvaise jurisprudence, mais je pense que la clameur publique qui en a découlé va faire que le Conseil supérieur de la magistrature puisse aussi se pencher sur les cas de ces acteurs, des animateurs des institutions judiciaires qui commencent à abuser de leur pouvoir. Il n'y a pas seulement ça, on voit l'OGFREM, comment on fait marcher les DG, Saïba, on voit notamment les arrestations arbitraires, notamment du jeune Magui ou Magie du PPRD. Donc, c'est le moment de s'arrêter. Les 30 juin, c'est ça, 60 ans d'indépendance. Toutes les institutions dans une sorte de retraite pour dire quelle est l'évolution des institutions. Nous devons mettre fin aux dysfonctionnements qui sont observés dans toutes les institutions, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau, je veux dire, des pouvoirs judiciaires, même au niveau de l'armée. Il y a récurrence, résurgence, flambée de l'insécurité. Au Kasaï central, on parle encore des Kamouina Sapou qui recrutent. Bakatakatanga, il y a résurgence, insécurité en Ituri, très inquiétant, ou insécurité très inquiétante, parce qu'il faut, je dois souligner très rapidement ici, avec les effets de la récession mondiale, la matière précieuse refuge, c'est l'or. Voyez-vous? Et donc, lorsqu'il y a récession, lorsqu'il y a dépression, les banques, les investisseurs vont se réfugier, garder leur argent dans l'or. Donc, il y a une forte demande de l'or et ça coïncide avec la résurgence des insurrections en Ituri. Je ne sais pas si dans ces institutions, il y a des penseurs, il y a des analystes stratégiques pour réfléchir en termes de géostratégie. J'ai l'impression qu'on vogue un peu d'une manière brumeuse, quoi. Quelle peut être la suite de la motion de défiance de Jean-Jacques Mamba au regard de sa poursuite par la justice? Je pense que ça a poussé. Je pense qu'il y aura même 3 ou 4 motions encore, parce que maintenant, le parlementaire, vous avez vu, le président... Mais celle de Jean-Jacques Mamba ne peut plus évoluer. Bon, elle peut toujours évoluer, on peut toujours retirer... de toute façon, les règlements de l'intérieur dit qu'on ne peut pas... On ne peut plus retirer les signatures. Et d'ailleurs, ça a été démontré que ces messieurs-là, qui est d'ailleurs lié à un autre, qui est le frère d'un député qui est déféré devant les cours des tribunaux, et là, il y a eu des marches pour demander la levée de l'immunité. Ici, il n'y a pas... Vous voyez, donc là, ici, il n'y a pas de marche pour lever de l'immunité. Donc, je vois déjà que les présidents des groupes parlementaires et des commissions, à l'unanimité, ont rejeté, ont formulé des objections stridentes, et donc, politiquement, il risque d'avoir effet domino, boule de neige, avec d'autres émotions. Parce qu'il faut reconnaître que l'UDPS, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, mais c'est un parti qui, par son ascension au pouvoir, connaît des trépidations, des oscillations d'adaptation. Et partout où il y a UDPS, il y a comme des dysfonctionnements par rapport aux cadres qui n'ont pas été formés aux fonctions étatiques. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une réaction. Il faut que nos frères réalisent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et que donc, ils doivent se ressaisir. Et là où il faut corriger. Il ne faut pas seulement se protéger pour se protéger et continuer à créer toujours des contradictions, je veux dire, des contractions et des réactions, des dysfonctionnements institutionnels.
Je reviens à vous tout à l'heure. Avec la pandémie du coronavirus qui frappe le pays, le Premier ministre a fait une proposition au Sénat, celle de réduire le train de vie de l'État. Une proposition qui arrive tardivement selon l'opposition qui en son temps avait déjà demandé au président de la République de réduire ses effectifs et réduire les membres du gouvernement pour maximiser les recettes de l'État. Vendredi toujours, l'Assemblée nationale avait autorisé pour la 3e fois la prorogation de 15 jours de l'état d'urgence sanitaire sur demande du président de la République. Cette fois, c'est le gouvernement par le biais du vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui avait défendu son projet de loi devant la représentation nationale. Regardez. Durant plus de 4 heures, le débat a été houleux à l'Assemblée nationale sur la nécessité ou non de proroger pour la 3e fois l'état d'urgence en République démocratique du Congo. La majorité des députés intervenants a exigé que la loi portant mesures d'application du dit état d'urgence soit portée à leur connaissance. Le vice-premier ministre en charge de la justice, qui a présenté ce projet du gouvernement à la Chambre basse du Parlement, a promis de mettre tout prochainement à la disposition des élus les mesures d'application envisagées. Et à partir du 25, on devrait commencer une nouvelle période de 15 jours. Voilà ce que nous sommes venus demander auprès des honorables députés. Et tout cela, c'est pour tenir compte du fait que certaines mesures doivent continuer à être prises pour pouvoir empêcher la propagation de la pandémie sur l'ensemble du territoire national. Avec cette province touchée sur les 26 que compte la République démocratique du Congo, plusieurs députés nationaux ont émis le vœu de voir le gouvernement mettre tout en œuvre en vue de soulager la souffrance de la population. Dans la Constitution, dans son article 85, in fine, dit que l'état d'urgence doit être accompagné d'une loi d'application. D'après les statistiques, il y a 7 provinces concernées, affectées par cette pandémie. Mais est-ce qu'on doit appliquer le même mesure partout? Les écoles aujourd'hui, on ne sait pas si on va dans une année blanche. Les églises, on ne sait pas prier pour notre bon Dieu, parce que si nous existons ici, c'est grâce à Dieu aussi. Nous ne pouvons pas refuser l'autorisation de prolongation de cet état d'urgence, mais il faut que le gouvernement communique aussi bien. Certains députés nationaux ont catégoriquement rejeté la prorogation de l'état d'urgence, estimant que la situation socio-économique du pays est très grave et qu'il faut absolument déconfiner la vie nationale. Je suis contre la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la bonne et simple raison que pour une population de plus de 80 millions d'habitants, nous n'avons que, je dis que 2000, et encore faudrait-il que ce nombre soit juste, 2000 cas et moins de 70 morts. Je pense que cette mesure d'urgence profite certainement à certains. Raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'il n'y ait plus de prorogation, mais qu'on mette en place des mesures d'application. Un consensus s'est finalement dégagé en faveur de la majorité qui a voté ce texte de loi qui est directement envoyé au Sénat, qui va l'examiner et le voter en seconde lecture. Pas d'autre choix que de réduire les trains de vie de l'État. Déclaration du Premier ministre devant le Sénat qui a réveillé l'opposition. Steve Kivuata qui fustige d'ailleurs un retour à l'évidence tardif du chef du gouvernement propose la réduction des nombres de l'exécutif national et celle des conseillers du président de la République. La réduction du train de vie des institutions de la République et non de l'État devrait concerner la présidence de la République qui doit d'abord réduire ses effectifs. Nous savons qu'il y a le cabinet de M. Félix Tshisekedi est pléthorique. Et il a même ajouté plus ou moins 8 agences qui constituent des doublements fonctionnels. Deuxièmement, il s'agit du gouvernement qui est pléthorique avec plusieurs ministres. Normalement, on doit réduire le nombre de ministres et réduire le frais de fonctionnement leur alloué. Et troisièmement, il s'agit de l'institution Parlement, composée de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui dépense aussi de manière exagérée les dépenses de l'État. Mais Steve Kivuata estime tout de même que la réduction des trains de vie des institutions
n'apportera pas grand-chose sur l'économie nationale. Réduire les trains de vie des institutions de la République ne va pas en réalité résoudre le vrai problème dû au Covid-19. Parce qu'à la limite, on ne peut pas dépasser 100 millions de dollars le mois, même si on réduisait le train de vie des institutions de la République. Cette réduction du train de vie des institutions de la République n'est pas suffisante pour permettre à la RDC de relancer son économie. Nous devons aller au-delà, mobiliser plusieurs milliards de dollars pour construire une économie qui peut permettre à ce que, après Covid-19, qu'il n'y ait pas trop d'impact négatif. Plusieurs mesures sont concoctées par le gouvernement pour lutter contre les effets néfastes de la Covid-19 sur l'économie du pays. Je rappelle que sur ce plateau, pour décrypter l'actualité de la semaine, nous recevons Hubert Kabasoubabo. Il est écrivain et libre penseur. On va parler réduction du train de vie des institutions. Faut-il envisager un remaniement gouvernemental? Bien sûr, parce que bon, de 2001 à 2018, je pense que le gouvernement a fonctionné avec, je crois, 5 premiers ministres. Ils n'ont jamais dépassé la barre, je crois, des 40, moi que je me trompe. Maintenant, a réalisé de très bonnes performances avec une trentaine de ministres. Et donc, c'est des parts. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Steve Kivuata, parce que c'est depuis, moi-même j'avais publié un article le 18 mars où l'une des solutions, c'était justement la réduction du train de vie. Mais on est dans la coalition. Il y a des gens à satisfaire au FCC, il y a des gens à satisfaire. Non, mais même les gens, il n'y a pas que... cash. Non, on est dans un contexte où on ne doit pas satisfaire une oligarchie de bourgeois compradors politiciens. C'est le sacrifice national pour répondre à une nécessité de solidarité nationale. Et donc, il faut réduire les trains de vie du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si aujourd'hui, les effets économiques de la récession découlant de Covid-19 sont amplifiés par le fait que justement les gouvernements les institutions ont été budgétivores. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ou au mois de fin avril, on était déjà à plus de 211 millions de dollars de déficit. Voyez-vous, même les réserves, c'est seulement avec cette sorte de bouffée d'oxygène de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qu'on a remis les réserves en devises à plus de 1 milliard 200 millions. Et les réserves étaient tombées à 600 millions parce qu'on les avait utilisées, pour ne pas dire dilapidées, dans les affaires de programme des 100 jours. Mais est-ce que la réduction du train de vie des institutions passe forcément par... la révisitation du nombre des membres du gouvernement? Parce que c'est là où il y a l'irrationalité la plus patente. Parce que 60 postes ministériels, 66, c'était pas en vertu d'une rationalité, d'efficience ou de performance. C'est simplement pour caser des gens. Il y a des ministres près de ministre de la Défense, ministres près de celui-là, qui n'ont même pas un cadre fonctionnel, qui n'ont même pas des critères de performance. Voyez-vous, donc il faut nécessairement réduire même de moitié. Parce que si on réduit de moitié, on peut sauver même, en tout cas au minimum, on peut sauver même 25 à 50 millions de dollars. Quand on réduit, y compris la présidence, on peut sauver entre 30 et 50 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Tu vas parler de 100 millions de dollars. Bon, il parle de 100 millions de dollars. Ça, c'est si on tient compte de flux de trésorerie, flux normal, mais flux en temps de Covid, parce que rappelez-vous que les Covid, en termes de récession, frappent plus la source, le foyer ou les rayons de revenus majeurs, notamment les rayons miniers, qui est en berne. Et donc, on ne saura pas avoir les revenus qu'il faut. Donc, dans le peu de revenus qu'on peut avoir là, on peut sauver, faire des gains. Pas accroître les revenus, mais faire des gains de 30 à 50 millions de dollars. Parlons prorogation de l'état d'urgence. Les députés nationaux commencent, on va dire, entre guillemets, à se fâcher un tout petit peu. On a quand même prorogé de 15 jours de plus l'état d'urgence. Est-ce que cet état d'urgence profite-t-il à quelqu'un ou à quelques individus? Bon, je pense que la perception des politiciens, de manière générale, c'est que parce qu'on a vu que normalement, de par la loi, de par la Constitution, il y a violation de la Constitution. Je pense que depuis l'année passée, il y a quelque part des politiciens qui n'ont pas la vaillance, la bravoure de dire qu'on est en train de violer la Constitution depuis l'année passée, de manière flagrante et délibérée. Parce que normalement, pour qu'il y ait état de siège ou état d'urgence, il faut qu'il y ait une loi. Il faut qu'il y ait un cadre légal, un cadre normatif
qui dit pendant cet état d'urgence ou pendant l'état des sièges, les mesures. On peut faire ça, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais la loi n'existe pas. Mais on l'a pas fait. On a vogué contre on a violé la Constitution. Il n'y a pas de ça, c'est un. Mais qu'est-ce qu'il fallait attendre une loi qui n'existe pas, attendre qu'on vote la loi? Non, mais on doit être sérieux. Pendant qu'on était dans une situation entre guillemets de guerre face à un ennemi invisible. On doit être sérieux parce que en réalité aussi nous n'avons pas été en mesure de quantifier véritablement c'est que l'état d'urgence sanitaire nous a permis d'engranger comme bénéfice en termes de lutte contre le Covid-19. Donc ce que l'on constate, c'est que il y a violation flagrante de la loi. Mais évidemment, et automatiquement ou conséquemment à cela, comme il n'y a pas de loi, on se rend compte que, vous allez vous rendre compte que pendant ces temps d'état d'urgence sanitaire, il y a beaucoup d'ordonnances qui ont été prises, notamment en matière de la défense, 22 généraux qui ont été mis en retraite, parmi lesquels il y a des gens, quelqu'un comme le général Ondekane, je le connais parce qu'il était du RCD, moi j'étais secrétaire général adjoint, enfin secrétaire général du RCD un peu militaro-politique vers la fin, donc c'est des généraux que moi je connais quand j'étais secrétaire général du RCD. Il est plus jeune que moi, on l'a mis en retraite. C'est problématique. Et puis il y a beaucoup, la présidence a créé beaucoup de structures pendant l'état de siège ici, donc l'état d'urgence. Donc je pense que nous devons nous dire la vérité, cette démocratie devait être en train d'être consolidée, voyez-vous, et donc l'état de... C'est plutôt le contraire. Oui, l'état d'urgence ici, je pense qu'il est exploité ou on capitalise pour faire un certain nombre de choses. Ça ne m'étonnerait pas, comme le président de la République a parlé de renouveler les conseils d'administration de la Banque centrale, ça ne va pas m'étonner que la semaine prochaine, il nomme des gens dans ce contexte de l'état d'urgence sanitaire. Donc nous devons, maintenant on commence, permettez-moi très rapidement, on commence à se rendre compte que les professeurs Bouchard quelque part avaient raison pour dire révision constitutionnelle ou inanition de la nation, parce qu'il y a maintenant des réalités, des contradictions de la Constitution qui nécessitent qu'on s'arrête pour dire évaluons comment nous appliquons la Constitution, évaluons comment nous avançons. C'était peut-être dans des circonstances mal choisies. On va poursuivre cette rétrospective d'échéance du mandat parlementaire de Néné Ilunga Nkoulou, député national élu de Malemba Nkoulou. Une simple requête qui n'aura pas de conséquences juridiques. Voilà le point de vue du conseiller politique de Néné Nkoulou. Selon maître Claudel Chikamba, l'heure n'est pas la destitution du mandat de ce député AFDCA, étant donné qu'il ne s'agit que d'un acte introductif qui va donner lieu à un procès. Suivez. Dr Néné Nkoulou Ilunga perdra-t-elle son siège à l'Assemblée nationale? En tout cas, la requête introduite dans ce sens en vue de sa destitution en tant que député national ne fait pas du tout trembler. À en croire son conseiller politique, la requête introduite contre Néné Nkoulou et un groupe de députés AFDCA n'est qu'un acte introductif qui va donner lieu à un procès. Ce que vous avez lu dans les réseaux sociaux, c'est tout simplement de la pure affabulation, de la prétention inutile, de l'imposture. En fait, il s'agit d'une requête en déchéance parlementaire qui a été intentée contre, ou bien été introduite contre Mme Néné Ilunga Nkoulou ainsi qu'un certain nombre de députés du regroupement FDCA. Rien plus et rien de moins qu'une simple requête qui n'a aucune portée juridique si ce n'est celle d'être un acte introductif d'instance. Et donc, vous allez vous rendre compte avec moi qu'il n'y a rien de conséquences juridiques sur la perte du mandat, c'est plutôt un acte qui va ouvrir et qui va donner lieu à un procès. Certaines langues parlent déjà de la redéfinition de la majorité parlementaire qui s'impose après cette série de notifications qui commence avec l'FDCA. Maître Claudel Chikamba parle d'un abus de langage. À l'issue des notifications de requêtes, il va y avoir ce qu'on va appeler une audience. D'abord, il y a bien sûr lieu à un dépôt de mémoire de la part des avocats conseils des différentes parties concernées. Après ce dépôt de mémoire, la Cour constitutionnelle va convoquer les différentes parties à la première audience introductive d'instance pour identifier les parties. Probablement, les différentes parties vont constater si l'affaire est en état. Si l'affaire n'est pas en état, il va y avoir renvoi au mois. La Cour va-t-elle se prononcer sur cette saisine le jour de l'identification des parties au procès? Le conseiller politique de Néné Nkoulou Ilunga répond. La saisine d'une juridiction est un acte par lequel la juridiction se déclare saisie
En fait, en réalité, la juridiction, le jour de la vérification de sa saisine, est un jour de vérification de sa compétence matérielle, personnelle et territoriale quant à ce qui est des différentes requêtes des parties. Et donc, c'est le jour de l'ouverture du procès que la Cour devra se déclarer saisie ou non. Hélène Koulou est droit dans ses bottes, soutient son conseiller politique qui invite les députés FDCA à garder leur calme. Pétition contre le vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune entrave susceptible d'empêcher l'aboutissement favorable ou non de cette initiative. Confirmation du député national Papi Montezolo qui contredisait la lettre de Jean-Marc Abound qui évoquait l'expiration du délai de 72 heures comme raison valable justifiant la non-conformité de la procédure. Regardez. 48 heures après confirmation par la présidente de l'Assemblée nationale de l'initiative lancée contre lui, Jean-Marc Abound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, remet en cause la procédure. Sur la liste de ces accusations, il y a entre autres le dépassement du délai de 72 heures, la remise en cause d'une des 62 signatures, pour ne citer que cela. Argument balayé d'un revers de la main par l'élu de l'Uozi, Papi Montezolo, en commençant par les délais. La motion ne tombe pas caduque dès lors qu'elle n'a jamais été débattue. Le règlement intérieur a prévu 72 heures pour qu'il y ait urgence du traitement de la motion. Quand il y a une motion, une question orale avec débat adressé au ministre, celui se présente dans 48 heures. Et je prends l'exemple du ministre de l'Intérieur que nous allons auditionner aujourd'hui. Il vient après 6 jours. Le règlement intérieur prévoit 48 heures. Mais cela ne l'aide pas, bien, ne peut pas tomber la démarche. Revenant sur la plainte relative à l'usage des faux, Papi Montezolo rappelle au premier vice-président la procédure. Lorsque un député dénonce qu'il y a usage des faux par rapport à sa signature, c'est lui qui doit le prouver. Il y a une commission qui a été constituée par rapport à ça. On va vérifier l'authenticité de ces signatures-là. Est-ce que la signature elle est authentique ou pas? Noir sur blanc, l'élu de l'Uozi qui confirme et éclaircit la procédure tout en dénonçant l'invitation de la justice dans cette affaire, soutient que la voie reste encore libre à cette interpellation. Le fait d'aller en dehors de l'institution Parlement poserait problème. Parce que pour que le député puisse aller répondre, celui-ci doit d'abord avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale, ce qui poserait un problème. Moi, je crois que si la démarche de mon collègue était vraiment sincère, il devait se référer à la commission, comité des sages qui devait statuer sur son cas pour que nous puissions faire. Les observateurs attendent encore l'issue de ces dossiers. On enchaîne avec la journée de mardi. Affaire pétition contre Jean-Marc Abound. Le sort du premier vice-président de l'Assemblée nationale serait scellé. Daniel Safou croit en la déchéance de Abound, mais au FCC, Lambert Mende s'en remet à la conscience de chaque député. Autre chose à suivre, mise en place d'un directoire à la tête de l'UDPS en lieu et place du président intérimaire. La décision du ministre de l'Intérieur divise les cadres de la sœur aînée de l'opposition aujourd'hui au pouvoir. C'est pour Jacquemin Chabani la décision du secrétaire général à l'intérieur est conforme. Simon Kalenga, nouveau porte-parole de l'UDPS, rejette cette décision. Regardez. Ça sera une plénière historique et pédagogique car la Mouka est minoritaire à l'hémicycle mais dispose des griffes pour croquer Jean-Marc Abound à Kabound, affirme le député national Daniel Safou. Nous devons faire la part des choses entre un homme d'État et un militant. Un homme d'État, c'est celui qui construit. Un militant agit, n'est-ce pas, par rapport aux intérêts privés, notamment les partis politiques. Rappelez-vous, n'est-ce pas, quand vous prenez notre constitution, les partis politiques sont des faits privés. Jean-Marc Abound ne saisit pas encore que c'est un homme d'État. Il continue à plaire, n'est-ce pas, aux militants. Il continue à plaire, n'est-ce pas, aux intérêts, n'est-ce pas, privés, n'est-ce pas, qui sont liés aux partis politiques. Jean-Marc Abound
ne comprend pas que nous devons construire l'État. On ne construit pas l'État par le verbiage. On ne construit pas l'État par des déclarations irrationnelles et inutiles. Donc il doit payer de son prix. Au moment où je vous parle, j'ai la foi qui va tomber des mains et cela va constituer une leçon pour toute la classe politique. L'initiative est partie de la Mouka. Bien que nous sommes minoritaires, nous voulons démontrer à la face du monde que nous avons des dents pour croquer. Le FCC, qui détient la majorité à l'Assemblée nationale, entretient une position ambiguë. Lambert Mende soutient qu'il pourra avoir un mot d'ordre, mais le député n'est pas obligé de s'incliner. C'est plutôt sa conscience qui tranchera. Le mandat impératif est interdit par la Constitution et le règlement intérieur. Les députés voteront selon le mot d'ordre qui leur sera donné, mais ils ne sont pas obligés de suivre le mot d'ordre, ça dépend de leur conscience. Daniel Nsafou fustige le manque d'humilité de Jean-Marc Kabound et qui aurait utilisé les combattants de l'UDPS pour intimider l'auteur de la pétition. Aussi, là où il a encore péché davantage, quand il cherche à intimider les députés, en instrumentalisant les militants de l'UDPS. Ce pays n'est pas l'UDPS. Et si nous arrivions, n'est-ce pas, à instrumentaliser l'ensemble du peuple congolais, je ne pense pas qu'il va s'en sortir. En politique, tous les coups étant permis, la plénière de ce mercredi 20 mai sera de tous les enjeux. La nuit risque d'être longue et très longue dans les états-majors de partis et regroupements politiques pour concocter un mot d'ordre qui peut aller dans un sens comme dans un autre et en calculer les probables conséquences face à une coalition FCC cash fragile et à certains de ses cadres et militants imprévisibles. Dossier à suivre. L'Union pour la démocratie et le progrès social navigue toujours dans les eaux troubles. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait décidé de la mise en place d'un directoire à la tête du parti. Objectif, assurer l'intérim du président. Non, le directoire, c'est une notion statutaire. À l'article 26, le directoire a pour mission unique d'ailleurs, et principale, de faire l'intérim du président du parti empêché. Et sa mission, c'est d'organiser un congrès extraordinaire pour la mise en place du nouveau leadership, donc l'élection des nouveaux présidents. Jacqueline Chabani s'est même dit prête à travailler aux côtés de Jean-Marc Kabound. Tous nous sommes membres de l'UDPS, nous sommes membres d'un même parti, nous sommes camarades. Donc, c'est des missions et des responsabilités que le parti nous a données, quitte à nous de les relever, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi, vous pouvez vous imaginer un seul instant qu'avec Jean-Marc, on ne peut pas se mettre autour d'une table dans une séance de travail. Bien au contraire. On ne va pas constater des divergences de point de vue dans le fonctionnement du directoire? Mon cher, aujourd'hui nous sommes en coalition avec le FCC. Le FCC, c'est le PPRD. Si on arrive à travailler avec le PPRD, vous croyez qu'on ne sera pas travailler entre nous membres de l'UDPS? Mais le nouveau porte-parole de l'UDPS rejette la décision du ministère de l'Intérieur. Pour Simon Kalinga, ils n'ont pas d'ordre à recevoir dans le fonctionnement du parti. De quel droit le ministère de l'Intérieur peut nous demander de faire ce que lui veut, contraire à nos statuts à nous? Vous contestez la décision du ministère de l'Intérieur? Mais il n'a pas le droit. Mais mon cher frère, il est allé voir le ministère de l'Intérieur pour lui demander de dire ce qu'il dit là. Les individus peuvent dormir et après avoir mangé du pili-pili, aller demander au ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur va nous envoyer des ordres pour suivre la volonté de ces individus. Dans nos statuts, il est prévu des mécanismes auxquels nous retrouvons pour gérer nos problèmes. Il n'enfreigne en rien la Constitution de la République. Le directoire devra en principe cette semaine commencer les réunions au siège du parti. Est-ce que ce sera possible? Wait and see. On termine avec le premier jour de la semaine. Les motocyclistes qui se réclament de l'UDPS avaient investi le Palais du Peuple pour exiger le retrait de l'initiative de Jean-Jacques Mamba visant la déchéance de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Interrogé, le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS avait affirmé n'avoir donné aucun mot d'ordre aux militants du parti. Suivez.
Ankwar Emery Dioko, président de la Ligue de jeunes du parti présidentiel, son parti n'a donné aucun mot d'ordre pour une quelconque manifestation. Lorsque le peuple revendique une chose, on parle de l'IDPS. Bon, je comprends, parce que le peuple congolais s'identifie à l'IDPS. C'est tout à fait normal de dire comme ça. Mais nous, la Ligue des jeunes, comme la présidence du parti, n'a pas donné un quelconque mot d'ordre pour demander à nos combattants de descendre ou faire une action que ce soit. Surtout que nous sommes pendant la période de l'état d'urgence. Et si la démarche du député MLC venait à aboutir, ce serait un message clair du FCC qu'il ne veut plus de la coalition et l'UDPS devra en tirer toutes les conséquences, dixit le numéro 1 de la jeunesse du parti, cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous savons qui est derrière M. Mamba, la forêt qui est derrière, qui cache M. Mamba, la main noire qui est en train de les manipuler. Aujourd'hui, on est en coalition. Il faut qu'on se le dise, on est en coalition avec le FCC. Et si cette décision de motion passée, nous allons comprendre que c'est un message que le FCC nous a lancé indirectement, qui ne veut pas de la coalition, et nous allons en tirer les conséquences. Jean-Marc Kabound, déjà notifié de la pétition contre sa personne par la présidente de l'Assemblée nationale, connaîtra son sort après une plénière qui sera convoquée à cet égard pendant la semaine. De retour sur ce plateau, Hubert Kabassoubabo, il ne reste plus assez de temps. On va rapidement poser un mot sur la pétition contre Jean-Marc Kabound initiée par Jean-Jacques Amamba. Est-ce que cette pétition peut-elle mettre en danger la coalition FCC-Cash ? Bon, écoutez, s'il y a, vous savez, dans cette coalition FCC-Cash, il y a également la ramification dans les Cash lui-même, mais également il y a l'UDPS. L'UDPS qui aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais c'est un parti de l'opposition, grand parti de l'opposition qui a accédé au pouvoir et qui, par cette élévation au pouvoir, connaît des dissensions, des contradictions internes que l'UDPS et ses élites... C'est à une impréparation. Non, ça c'est clair, à une impréparation flagrante, on le voit, on n'a pas le droit de les dire, mais écoutez, les libres penseurs, il est intellectuel catastropos, ou comme disait Foucault, j'aime toujours le répéter, il est parésiaste. Il faut dire ces choses-là pour qu'on les comprenne et qu'on ait le courage de le réparer. Il faut une action corrective au sein de l'UDPS. Et d'ailleurs, on voit un enchaînement, une relation séquencée entre le rejet ou le problème qui jaillissent au sein de l'UDPS par le fait de son président intérimaire Kabound, mais qui est pris entre deux feux. Le feu interne de l'UDPS, où on a vu des gens là-bas, par exemple, mais évidemment c'est des gens qui disent qu'il doit partir, et il y a des dissensions internes, mais on voit également des dysfonctions au niveau du Parlement par rapport à sa discursivité, par rapport à son comportement. Donc il y a un esprit, je suis en train d'écrire très rapidement, je suis en train d'écrire un essai, l'esprit du pouvoir et les pouvoirs de l'esprit en 2 tomes, où je montre que l'UDPS est montré au pouvoir avec l'esprit contestataire oppositionnel. Et donc il y a une contradiction. Et, contradiction entre pouvoir et esprit... Non, ça veut dire que l'esprit de l'UDPS, l'esprit contestataire, l'esprit oppositionnel est resté ancré en l'UDPS, mais également les regards de l'UDPS par rapport même à son partenaire. L'UDPS continue à avoir dans les FCC une sorte d'incarnation du mal, etc. Et un partenaire hypocrite qui entre-temps instrumentalise un député de l'opposition pour ça peut mettre à mal, je veux dire, la coalition, mais même alors, moi je pense que la Constitution a prévu un régime semi-présidentiel, et si dans les élections nous donne une configuration où il y a une majorité, une minorité, on peut aussi expérimenter la cohabitation. Les Français ont expérimenté la cohabitation, ils ne sont pas morts. Mais expérimenter la cohabitation, ça nous permettra d'être un système démocratique pluraliste aguerri qui a essayé tous les cas de figure. Donc c'est possible. Moi je pense qu'il faut que les uns et les autres aient le courage. Ça ne sera pas la fin du monde, ça ne sera pas l'apocalypse. On essaye la coalition, ça ne fonctionne pas, que Joseph Kabila a bien voulu, et maintenant les gens disent qu'ils n'en veulent pas. Mais soyons courageux, essayons la cohabitation. Une dernière question, Hubert Kabassoubabo, on n'a plus assez de temps, en tout cas vous me reprenez en 30 secondes. Aujourd'hui, si on doit essayer la cohabitation, quel est le camp qui sera le plus perdant? Est-ce le FCC ou le Cash? Non, je ne peux pas dire quel est le camp qui va être perdant, parce qu'on a vu, par exemple, à moins que je me trompe, dans les cas de figure, Mitterrand, et je crois que c'était Chirac, cohabitation, les présidents s'occupent de
seulement le rayon de collaboration affaires étrangères et sécurité, et à la fin du mandat, il présente son bilan et il peut se faire élire par rapport à ça. La majorité qui gère le gouvernement présente son bilan par rapport à ce qu'il a fait. Donc chacun aura sa responsabilité dans la cohabitation. Nous devons avoir le courage et l'honnêteté de dire, si ça ne fonctionne pas, il y a, comme on dit, incompatibilité de caractère et d'esprit, mais c'est la démocratie, nous devons faire fonctionner, parce que la Constitution est là. La Constitution est là. Le président va fonctionner avec ses attributions. Tous les ministres de CAS vont quitter le gouvernement. Le FCC va rester seul dans le gouvernement. Il va prendre la responsabilité et le président va prendre la responsabilité. Merci beaucoup, Hubert Kabasoubabo. C'était intéressant de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir.